Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et voici Sod. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler... On parle de quoi aujourd'hui? De The Sandman, une série Netflix qui vient de sortir le 5 août et on va dire pour l'instant c'est un carton. On a vu les 3 premiers épisodes, moi ça me plaît bien, mais est-ce que globalement ça plaît aux gens? Alors, la série est sortie hier parce que c'était vendredi, on est samedi et puis on publiera dimanche. Mais en attendant, au niveau des notes, on a déjà pas mal de choses et je peux te dire que côté métacritique, je vais harmoniser sur 10 pour que ce soit plus Comme facile. d'habitude. On est à 6,6 sur 10 en côté presse et Bonne note. 6,2 grand public. Pas trop mal. C'est pas mal. Dessus, je vous dirai le pourquoi du comment juste après. Côté Allociné, on est à 7 sur 10. Donc, c'est bien. C'est pas le must. On a des séries clairement qui sont bien au-delà que ça. Je pense notamment à Better Call Saul, la dernière saison qui apparemment est incroyable, ou Stranger Things. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui vont démonter la série. Parce que pour la plupart des gens, c'est waouh, c'est fabuleux, c'est incroyable, l'image est belle, j'adore, le scénario est pas mal. Ou alors on va avoir des gens un peu mixtes en mode c'est pas mal, il y a 2-3 trucs qui sont relous, mais ça va. Par contre, la moitié des gens qui vont gueuler, ça va être ouais, il y a trop de wokisme. Encore et toujours le wokisme. Ouais, et l'autre partie, c'est ouais, c'est pas beau, c'est moche, le scénario est pas ouf. Ça, c'est les mécontents qui seront toujours mécontents. Peut-être les gens qui aiment pas le fantastique aussi, et on se demande ce qu'ils viennent faire là. C'est ça, voilà, on les a pas prévenus. En tout cas, le wokisme, toujours le wokisme, et en fait, c'est un peu le fonds de commerce de Netflix, et c'est un peu ce que fait Disney, mais en fait, c'est aussi l'évolution de la société aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de l'épisode 1, voir un homme tenir la main d'un autre homme et démarrer une relation amoureuse, ça n'a rien de choquant. Et puis ils font ça très discrètement en plus. Oui, c'est ça. C'est pas du tout étalé. Mais pour certains, ils disaient qu'en 1916, 1920, dans ces années-là, clairement, ce il y avait n'était pas déjà de possible. l'homosexualité, c'était juste pas assumé au grand jour. Ouais, c'est c'est tout. ça. Et puis pour quelqu'un de riche, du coup, ça pose pas trop de problème de l'assumer caché. Mais voilà, trop de wokisme, nanana, Netflix, nanana. Je vous rappelle que Netflix a quand même été ultra connu grâce à Sense8. Et depuis le début, c'est assumé quand même. Il y a un moment donné, voilà, si vous aimez pas Netflix, partez de Netflix. Voilà. Mon petit coup de gueule est terminé. Ouais. On va partir sur la partie no spoil. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ah bah oui, tu devais me parler d'autres chiffres. Le budget, en fait, c'est un peu l'épée de Damoclès sur la tête de The Sandman. C'est qu'on est sur une série à fort budget. Alors, c'était quoi à peu près? On n'a pas les chiffres exacts parce que c'est encore gardé secret pour l'instant, mais on serait entre 150 millions et 165 millions. C'est un bon budget pour une série fantastique. Voilà, par exemple The Greyman qui est sorti récemment, c'était 200 millions. Voilà, pour un film blockbuster assez péchu avec un gros budget. Là, on est quand même sur une série à gros budget. Et le problème, épée de Damoclès, c'est que si on est sur un secteur de niche, que ça touche pas assez de personnes... Le fantastique, tout ça, oui. Voilà, un peu comme Altered Carbon qui avait eu une saison 1 exceptionnelle et une saison 2 pas trop mal. Pas assez de personnes qui la regardent, trop gros budget pour faire les animations, pour faire le FF. Du coup, pas de renouvellement, le syndrome Firefly, et on a une belle série qui meurt. Puis le syndrome Netflix en ce moment aussi, donc vu l'engouement, on aura une saison 2, mais ça va être chaud patate pour The Sandman qui va devoir se défendre bec et ongle pour garder un budget aussi énorme. Parce que clairement, en termes d'animation, enfin surtout de FX, donc vraiment plutôt le budget 3D, c'est beau. C'est vraiment beau, c'est très onirique. On en parle tout de suite ? On en parle tout de suite. Partie no spoil, c'est parti. Orkwild, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, là, pour l'instant, on a vu que les 3 premiers épisodes, donc on va parler que de ça, puis là, on est vraiment dans la partie no spoil, donc je vais essayer d'en dire le moins possible. Alors moi, j'ai beaucoup aimé déjà l'univers, l'esthétisme de l'image, tout ça, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont intéressants, surtout le personnage central.
qui du coup pendant le premier épisode ne parle pas du tout, ce qui du coup était pas assez difficile. Il n'y a pas une voix off quand Si, même il y a une voix off, mais c'est différent que de s'exprimer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant pour appréhender le personnage, justement, que j'ai trouvé plutôt pas mal, assez développé. Les autres personnages sont intéressants aussi dans les 3 premiers épisodes. En tout cas, on retrouve des acteurs sympas, des personnages... Si ça peut te débloquer, il y a eu des bandes annonces. Et tu peux parler de ce qu'il y a eu dans les bandes annonces. Par exemple, on voit Constantine, on voit le Corinthien. Ça vient d'un comics, donc il y a déjà beaucoup de personnes qui... Enfin, beaucoup, on relativise, mais il y a quand même des fans absolus du comics qui veulent voir ce que donne cette série. Et donc on peut déjà parler un petit peu de Constantine, du Corinthien, en restant quand même un petit peu vague, sans spoil. Ah oui, Constantine, moi je l'ai adoré. Le personnage a l'air génial. Enfin, on l'a pas encore vu énormément parce que du coup elle était que dans un épisode, mais le personnage a l'air vraiment génial. En plus, c'est une actrice que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est que... Vous savez pas encore qui est Constantine, mais vous allez normalement adorer. C'est un personnage, une actrice qu'on a vue dans Doctor Who, qui était entre... Oh là là. Attends, c'est lequel de Doctor ? C'est entre le 5e et le 6e, je crois. C'est la saison 7, je crois. Elle est avec Peter Capaldi. Ouais. Mais elle fait le basculement entre 2 docteurs, c'est pour ça, à un moment donné. Mais entre Matt Smith et Capaldi ? Je crois, oui. Et donc, cette actrice qui est anglaise est incroyable. Franchement, là, elle est surtout dans l'épisode 3. C'est fantastique. Elle est exceptionnelle. Et je crois qu'après, on la revoit pas. Vraiment, c'est... Ah ouais, tristesse. Oui, je crois. Incroyable. Cette série est... Enfin, même, je dirais que c'est l'essence de notre chaîne YouTube. On veut faire ces critiques pour ça, pour ces moments-là, pour ces séries qu'on découvre et on est sur le cul. Sur les 3 premiers épisodes, on attend de voir la suite, mais pour l'instant, coup de cœur. Ouais, clairement. Coup de cœur parce que, avec toutes les séries qu'on a vues récemment, qui étaient bof, qu'on a chroniquées entre les Star Wars, Obi-Wan Kenobi, les Resident Evil, etc., à chaque fois, il y avait de l'idée, il y avait du potentiel et il y avait un foirage en règle. Scénarios qui ne vont pas trop d'incohérence. Ouais, et puis des moments au moment les scénaristes ils pètent des câbles et ils te font des moments, des scènes qui n'ont aucun sens et là c'est parfait. Là c'est parfait, dans les 3 premiers épisodes en tout cas, c'est parfait. L'histoire coule très bien, tout s'enchaîne superbement, il n'y a aucune incohérence pour l'instant. Il y a des moments où on se demande mais qu'est-ce qui se passe, mais ça va être normalement donné par le scénar et donc par l'intrigue qui avance au fil des épisodes et on a déjà quelques réponses au bout de 3 épisodes, ce qui est assez gratifiant parce qu'on n'a pas juste l'impression d'arriver sur une série où tu comprends tout au dernier épisode et encore des fois c'est dans la saison 2 ou 3, là on a déjà des petites explications petit à petit, ouais. C'est ça, on a une quête qui est très importante, alors généralement c'est pas du spoil parce que c'est vraiment la description dans le Wikipédia ou dans le Netflix. C'est l'homme de l'infini le seigneur des rêves, le Morpheus, rêve d'infini. C'est ça, celui qui contrôle le monde des rêves. Donc déjà quelque chose d'assez connu. Le classe quand même. Ouais, puis assez connu. Enfin, je veux dire, il y a déjà pas mal d'histoires qui parlent de ça, etc. Que ce soit dans les écrits, dans les livres, dans les jeux vidéo, etc. Il y en a beaucoup. Pardon, excusez-moi. Et là... Qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais pas. Là, la personnage a été emprisonnée par une bande d'humains, finalement. Par erreur. Par erreur en plus. Parce qu'il y a plusieurs infinis, il y a la mort, le désespoir, enfin un peu tout quoi. Ses frères et sœurs, et en fait là ils voulaient piéger la mort parce qu'ils avaient perdu un proche. Et ah mince, le sort a été mal fait, et du coup ils se sont retrouvés avec Rêve. Voilà, avec Morpheus, et cette fois-ci, il est emprisonné pendant plus d'1 siècle, et... Du coup, c'est le bordel dans le monde des rêves, le monde éveillé également, parce que du coup... Et il va finir forcément par s'échapper, ça on le sait dans la description, dans le scénar aussi, en tout cas la description de Netflix, et il va aller
partir en quête de 3 objets qui sont très importants pour lui. Oui, qu'on lui a pris. C'est qui ça. font partie de lui et dont il a besoin pour avoir toute sa puissance et Voilà. pouvoir restaurer le monde des rêves. Moi, j'avais un peu peur d'un Percy Jackson avec une quête où il faut aller chercher des trucs et j'étais en mode oh non, toute une série pour ça va être nul. Et j'ai l'impression que non. C'est vraiment séparé en deux. J'ai pas du tout ressenti ça, moi, vraiment. Non, ça va, c'est ultra bien fait. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ce niveau de gris, en fait. C'est-à-dire que les personnages, déjà, sont très bons, les acteurs sont très bons, on va en parler juste après, mais je sais pas ce que tu en as pensé, mais on n'est pas juste dans une lutte entre le bien et le mal. Déjà, le personnage principal Rêve, ouais. n'est pas forcément le héros parfait. Non, il est ni gentil ni méchant, on a vraiment l'impression d'être face à un héros neutre, le anti-héros. C'est ça, on est plus sur finalement un dieu, quelqu'un qui a un peu rien à faire de ce qui se passe dans le monde des humains pour une seule personne, parce qu'il doit gérer tout le monde. Et donc c'est ce qu'on a à un moment donné dans un épisode, on va pas en parler maintenant dans la partie no spoil, mais vraiment on a, je sais pas comment le dire, mais cette profondeur, on est complètement à part parce qu'on n'est pas dans le monde des hommes. La personne a été capturée par des hommes et il sait que fait la nature humaine, etc. Mais vraiment, moi, c'est cette profondeur que j'ai beaucoup aimée. Et cette profondeur va très bien avec les acteurs, les personnages. On a le personnage principal, Morpheus. Tom Sturridge. C'est ça. L'acteur est parfait pour ce rôle, je trouve. Ouais. Il est très convaincant. Ouais, c'est ça. Parfaitement dans le personnage. Les acteurs à côté sont bien aussi. On a Lucienne. Alors Lucienne, pour les fans du comics, il me semble que c'était un certain Lucien à la base, c'était un homme. C'est pour ça aussi qu'on parle de wokisme pour beaucoup de gens. Et elle est noire. Oh là là, c'est terrible. Parce que normalement, il n'y a pas de noir. Oh là là. Elle est bien. Ouais, donc Lucienne, c'est vraiment le bras droit de Rêve, de Morpheus. C'est ça. Lucienne, c'est la seule qui est restée dans le monde des rêves pour gérer à peu près la pagaille. Il y a le duo amusant avec... Ça, oui, on verra ça dans la partie spoil, mais incroyable. Qu'elle soit une femme, moi, ça m'a pas dérangé. Je l'ai trouvée très bien dans le rôle. Je l'ai trouvée très bien. Pour l'instant, elle est parfaite. Le Corinthien, c'est-à-dire... Oui, un cauchemar. Un cauchemar qui s'est échappé dans le monde éveillé. Je suis même pas sûr, pour moi, le Corinthien, c'est vraiment l'incarnation du cauchemar. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les cauchemars. Okay. Ah non, pour moi, c'est vraiment un cauchemar qui s'est échappé dans le monde éveillé. Peut-être. En tout cas... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au tout début, Rêve vient le chercher. Mais c'est pour ça qu'on aime bien cette série, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'onirique, sur quelque chose de nébuleux, où on a beaucoup de questions, rien qu'au niveau de la temporalité. Ah oui, la temporalité est un peu compliquée. On sait que Rêve a été enfermé plus d'1 siècle, mais à un moment, du coup, on se dit, mais plus d'1 siècle, mais comment c'est possible? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fouiné, on serait sur à peu près 106 ans. Voilà. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des moments, c'est bien retranscrit, on voit les personnages vieillir, on fait waouh. On voit les années, à un moment on voit il s'est passé 10 ans, non, mais il y a des moments où on a des sauts qui sont pas très clairs. C'est ça. Et au niveau de la temporalité, on est un peu sur un Westworld. Oui, parce tu qu'en plus, comme il y a tout le petit côté magique avec les attributs de Rêve, il y a des gens qui vont se mettre à vieillir plus lentement, donc ça nous aide pas à nous y retrouver en termes de temporalité. C'est ça, on est vraiment sur on se creuse le crâne à la Westworld en mode attendez, c'est à quel moment, ils ont quel âge, attendez, qui est le père, qui est la mère, des moments c'est compliqué quand même, mais ça va, franchement on gère, mais il faut se triturer un peu le cerveau, mais c'est bien parce que... C'est bien fait quand même, ça oblige à réfléchir. Ouais, et puis ça fait partie du genre, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose d'un peu, je le répète depuis tout à l'heure, mais nébuleux, onirique, et en fait, ça va très bien avec la direction artistique, avec l'ambiance, l'esthétisme des images et tout ça, oui. C'est ça, exactement. L'esthétisme des images, elle est juste folle. Les effets 3D... Toutes les scènes qui se passent dans le monde des rêves, moi, je les ai adorées. Ouais, puis même, c'est des moments où, par exemple, il va se téléporter.
Il y a des moments où il se téléporte juste avec du sable, il y a des moments où il se téléporte grâce à une sorte de portail. C'est bien fait. Quand il est dans le noir et qu'on voit juste ses yeux s'illuminer, c'est bien fait. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment plaisant à regarder. Et encore, on n'était pas sur de la full qualité. Ouais. Là, on va pouvoir voir la suite sur une télé 4K, ça va être super. Oui, ça va être mieux. Mais parce que là, on est retour de vacances, donc un peu compliqué, mais c'est ça. Mais même sur petit écran, c'était super. voilà, c'est ça. Même sur téléphone, c'était cool. Mais incroyable. Cette série, franchement, c'est un plaisir et on a trop hâte de voir la suite. Parce qu'on s'était dit, on regarde 3 épisodes et on se spoil pas plus pour pas vous faire une critique un peu bizarre, quoi. Ouais. Et on a hâte, vraiment, après le tournage, de voir la suite, quoi. Ça va être un plaisir. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une série comme ça. Qui donne autant envie de voir la suite et de découvrir ce qui va se passer, où on voit que le scénario a l'air de vraiment tenir la route et d'avoir des personnages qui sont vraiment bien développés et intéressants. C'est ça. Est-ce que tu vois autre chose à dire? Moi, peut-être sur les acteurs. Sur les acteurs, je peux te redire que j'étais trop contente de voir Jenna Coleman. Ouais. L'actrice qui joue Constantine. Moi, j'ai repéré des acteurs qui jouaient dans Game of Thrones. Oui, tu me l'as dit, oui, le fils. Alors, non, pas du tout. Est-ce que tu m'as dit ? C'est le papa au tout début, il me semble, hein, parce que je suis pas allé vérifier et que je suis pas un grand fan de Game of Thrones. Ah oui, non. Pardon, désolé. J'ai confondu, non, le fils, il te faisait penser à quelqu'un d'autre. Oui, mais le père, il me semble qu'il joue dans Game of Thrones et que c'est le père des Lannister, en gros. Pas sûr, hein, mais il me semble que c'est ça. Et on a Lucifer, ça on le voit dans la bande-annonce. C'est une femme. Voilà, c'est une femme. Et c'est une actrice qui vient de Game of Thrones, qui était un chevalier, alors je sais plus de quoi, j'ai pas été jusque très loin. Mais en tout cas, les acteurs sont très bons. Ils ont coûté cher, alors je crois pas qu'on les voie plus d'un épisode. Ah, je sais pas. J'espère qu'on les verra plus qu'un épisode parce que franchement, les personnages étaient super. Et pendant qu'on est sur les personnages, qu'est-ce que t'as pensé des corbeaux ? Les corbeaux, c'est bien. Moi j'adore, je trouve ça le concept des corbeaux. Mais j'ai pas envie de spoil en fait. Si tu veux, on fait une partie spoil tout de suite, on parle des corbeaux direct. Ok, vas-y. Bon, on fait ça. Alors, tu voulais me parler des corbeaux? Oui, j'ai adoré les corbeaux. Du coup, qui aident Morpheus, qui sont un peu... sont familiers en fait, qui sont là pour le suivre et l'aider. En fait, c'est un messager avant tout. Ouais, on l'a pas encore vu vraiment faire messager pour l'instant, mais moi j'ai adoré, surtout le deuxième là qu'on a... Le premier il est capote, alors ça va être dur, mais... le premier on l'avait pas entendu parler. Oui. Là, le deuxième, Matthew, j'ai été trop étonnée au moment où il s'est mis à parler, et il est trop drôle. Il a rajouté un petit point de comique, ce corbeau. J'ai l'impression, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est pas comique. La série n'est pas comique. Pas du tout, non. C'est très sombre. C'est très sombre. Et c'est le seul qui te fait marrer en fait. Enfin vraiment, et tu te dis, en plus c'est bien fait, parce que le corbeau qui parle, bon déjà, ça va, c'est bien fait, c'est classe. Et en plus le mec a un humour, mais excellent. Et c'est... Oui, clairement. Moi j'ai adoré Matthew. Pour l'instant, en 3 épisodes, on l'a vu seulement dans le 3e épisode. Il est top, ce corbeau. J'ai hâte de voir la suite parce que ça devrait être pas mal. Par contre, pour le premier corbeau, moi j'ai une remarque. Un peu un truc où je suis en mode c'est bizarre. C'est quoi? Alors, j'ai plus le nom du premier corbeau. Gésamine ou un truc comme ça, mais je l'ai noté, mon écran vient de s'éteindre. Pourquoi elle attend 10 ans avant de tenter un truc? Ouais. Oui, moi aussi. Ça m'a... Parce qu'on te dit... Parce qu'elle est vachement douée quand même, elle arrive à gratter une allumette, à foutre le feu au manoir pour réussir à s'infiltrer et commencer à attaquer la vitre avec du verre, pourquoi pas. Mais ouais, elle a attendu 10 ans avant de tenter un truc. Ouais. J'ai été surprise aussi. Bah moi j'ai pas été surpris, j'étais en mode mais... C'est quoi ce corbeau? C'est complètement bête ou quoi? Enfin,
Donc ouais, elle attend 10 ans pour tenter un truc et elle se fait exploser en 3 secondes. Là, déjà, t'as un élément sur les corbeaux, on s'y attend pas du tout, c'est le Corentin qui va dire au vieux monsieur, j'ai plus son nom à ce gars-là, mais c'est le mage. On va dire le mage parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, je sais plus. Le Corentin dit au mage, faites attention avec ce corbeau, il vous surveille et il va essayer, il faut le tuer le plus vite possible. Donc on peut imaginer que à chaque fois qu'il le croise, il a le fusil. Dessus, hein. Pareil pour le fils, il essaye de lui tirer dessus, etc. Mais pourquoi 10 ans? Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est vraiment... Il y a quelques trucs seulement qui pêchent dans le scénario. Alors là, il y a peut-être un élément. L'oiseau? Non, mais il y a peut-être un truc qui fait qu'il n'a pas pu venir avant, mais là, j'ai pas d'infos. J'ai pas vu non plus pourquoi. Enfin, avant, je me suis exactement dit la même chose. Après, c'est vrai que ça m'avait pas choqué, donc je m'en souvenais plus. Mais oui, je me suis fait la même remarque. Pourquoi maintenant? Pourquoi au bout de 10 ans, tu tentes un truc? Dans les trucs pas cool... Il y a d'autres trucs pas cool par rapport au développement du fils, qui devient plus un fils après, donc qui est le fils du mage, Alex. Tout à fait. Bon, j'ai pas bien compris exactement, on va dire, ce qui se passe dans sa tête. Bah non, on comprend pas. J'aurais aimé avoir un peu plus de développement. Parce que c'est vrai que dans le premier épisode, on a un super développement du personnage principal, donc Morpheus, qui du coup est prisonnier, ne veut parler à personne, et on a énormément d'explications sur lui via du coup une voix off, donc sa voix intérieure, on va dire. Donc là, pour lui, on a beaucoup d'explications, on comprend vraiment bien le personnage, pourquoi il réagit comme ci, pourquoi il réagit comme ça. Mais c'est vrai que Alex, moi j'ai pas bien compris pourquoi au début il va vouloir communiquer avec Morpheus, puis d'un coup il veut le libérer, mais enfin après il veut plus, il finit par tuer son oiseau. Son petit ami, il essaie de l'encourager à libérer Morpheus, puis ensuite, en fait non, ils reviennent pas pendant des années, puis au final, quand ils sont vieux, ils rompent le cercle pour le libérer, mais pourquoi à ce moment-là ? J'aimerais bien qu'il y ait des explications sur ça dans les prochains épisodes, parce que vraiment c'est des petits détails, tu vas me dire, mais... Alors j'ai peur que ce développement-là soit terminé. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres infos, parce que ça fait un épisode en entier, il me semble. Donc ça fait déjà le premier épisode, ouais. Ça fait déjà un épisode pilote, un bon développement sur les personnages, pour l'introduction, etc. Mais clairement, le fils, moi j'ai vraiment l'impression du fils qui est rejeté par son père. Oui, et ça on comprend pas bien. Ok, il a perdu un autre fils, mais pourquoi rejeter ses autres enfants? Dire à chaque fois non, tu n'es pas mon fils, alors que tout le monde sait que c'est son fils. Ça aurait mérité même une petite phrase d'explication, de développement pour qu'on comprenne mieux la relation. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est un truc classique, c'est que c'était le fils prodige qui était trop bon. Enfin, faut vraiment imaginer deux enfants, il y en a un qui a d'excellentes notes, et le deuxième il sait rien faire, il a pas de bonnes notes. En plus de ça, il casse tout à chaque fois dans la maison. À un moment donné, t'as le fils prodige qui part à la guerre, qui meurt, et tu te retrouves juste avec le fils... il a 10 ans à ce moment-là. Ouais, mais c'est pour te montrer un peu le développement des personnages, et donc du coup, il le reconnaît pas comme son fils, comme son descendant, il est en mode, de toute façon, il n'est rien. Bah ouais, mais... Et c'est ce qui est intéressant, c'est dans la tête du fils, c'est que en même temps, il veut s'émanciper de son père, c'est-à-dire réfléchir par lui-même, mais en même temps, il veut faire plaisir à son père, et donc... lui obéir et donc tuer le corbeau. Moi, c'est ce que j'ai compris, mais clairement... Mais ça, t'aurais pu le... Si c'est ça vraiment... Mais ça se trouve, c'est faux, hein. Si c'est ça vraiment, certainement, ça aurait pu être vraiment mieux mis dans une petite scène courte où ils échangent quelques mots. Bah, ça manquait de temps. On aurait pu voir la dynamique de cette relation assez facilement. Oui, ça manquait de temps. Alors si, ils ont montré cette dynamique, cette relation, mais... peut-être pas assez longtemps finalement parce que ça faisait long et je suis sûr qu'ils ont coupé des bouts finalement dans ce premier épisode parce que c'est comme celui qui apporte le livre de sortilège du début, le livre où ils vont trouver le sortilège que le mage va utiliser pour essayer de piéger la mort, mais finalement ils vont piéger Rêve. Lui au début on a l'impression que ça va être un personnage important parce qu'on le voit vachement au début du premier épisode, puis d'un coup Alors, ça a un nom dans le cinéma, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est juste pour faire avancer l'intrigue, c'est juste on va te dire ah, super, il nous fallait le livre, merci monsieur, tu peux rester, mets-toi dans le fond, puis après, terminé, on n'en parle plus. Ouais, mais du coup, toutes les scènes sont filmées sur lui et Alex à ce moment-là, tout à fait. Ça, il y a des choses qui sont cheloues et tu les as un petit peu énumérées et je suis d'accord avec toi. Moi, il y avait un passage après. Alors, déjà, le truc qui m'a fait trop rire, c'est j'ai besoin de réfléchir.
Je reviens, mon père est mort, j'ai besoin de réfléchir. T'as une coupure, un saut de temporalité, et là, le mec, il est en mode, bah non, je te libérerai pas. C'est ce qu'on comprend parce que il le garde enfermé. Et il va Il voir. revient quand il est très vieux. Ouais. Bah non, il revient avant avec Paul, et c'est à ce moment-là que Paul lui dit « Ouais, il faudrait peut-être ne pas le garder enfermé. » Et là, on a un saut de temporalité qui est assez long. Énorme. Je sais pas combien de temps, parce qu'avec la pierre qui permet de ralentir le vieillissement, il peut s'être très bien passé, je sais pas, 80 à 90 ans. Ils ont plus la pierre à ce moment-là. Et Tel est parti avec. Ouais, mais on n'en avait pas parlé de ça et on n'était pas sûr. C'est que, en gros, ça va être difficile de suivre. Au moment où il y a eu le saut dans le temps de 10 ans, où déjà Alex, il est un peu plus vieux, et on fait la rencontre d'Ethel jeune. Ethel, c'est la fameuse jeune femme qui va sortir... Séduire le mage. Voilà, séduire le mage, qui va avoir un gamin et qui va se barrer avec le gamin. Entre le moment où Alex est plus vieux de 10 ans et le moment où Ethel se sauve, il peut s'être passé très longtemps. On ne sait pas combien de temps il s'est passé à ce moment-là. Voilà. Entre ça, ouais. Voilà. Et après, quand Ethel se sauve, ils ont plus la pierre d'infini, j'ai envie de dire. Le rubis. C'est ça. Parce que du coup, elle se sauve pour sauver son enfant parce que le mage veut absolument qu'elle avorte. Tout à fait. Et donc elle se sauve et elle emmène de l'argent et les attributs de rêve parce qu'elle se dit que ça va pouvoir lui servir pour la vie avec son bébé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vieillissent normalement. Normalement. Non. Ça fait beaucoup de si. C'est des suppositions à la Westworld, quoi. Donc voilà. Il y a un saut dans le temps où on voit Alex qui est jeune, je sais pas, il doit avoir la majorité vite fait. Alors, avec la pierre qui ne fait pas vieillir. Et ensuite, on le voit beaucoup plus vieux, dans les 70-80 ans, on va dire, à peu près. Ah, tu veux dire au moment où ils vont le libérer C'est ça. Et entre les deux, franchement, Paul, trop sympa, qui veut libérer Morpheus depuis tout ce temps, il a attendu quand même très longtemps pour le libérer. En vrai, on dit beaucoup de choses négatives, alors qu'on a adoré. Et va falloir un peu qu'on parle des points positifs, parce que là, ils vont se dire, mais... Non, mais c'est vrai que ces petits points négatifs, ils sont dans le premier épisode, qui se passe sur plus d'un siècle, donc c'est normal qu'en termes de temporalité, en plus il y a la magie qui fait qu'ils vieillissent pas au bon rythme, c'est normal qu'on soit légèrement perdu. Mais ça, c'est vraiment dans le premier épisode, après c'est nickel. Ouais, il n'y a pas de points négatifs sur l'épisode 2 et 3, pour l'instant c'est nickel. Et puis c'était un long épisode, parce que le premier épisode, je crois qu'il fait un peu plus d'1 heure, le deuxième il fait genre 37, et le deuxième, je sais plus trop, mais ça doit être genre 50 minutes. Mais en fait, ces petits éléments, ces points négatifs sont gommés par finalement toute cette direction artistique, par cette qualité d'image. Et puis on a tellement envie de savoir la suite qu'on s'arrête pas sur les points... Ouais, puis on se dit aussi, ça va peut-être être expliqué plus tard, ou en tout cas on a des débuts d'éléments de réponse, parce que finalement sur nos points négatifs, on a déjà quelques idées, quelques données qui pourraient nous expliquer les trucs, mais c'est juste on aurait aimé un plus grand développement, après on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode 2 ? L'épisode 2, alors attends, il se passe quoi exactement dans l'épisode 2 ? C'est à partir du moment où il se libère ? Exactement, c'est le moment où il va devoir récupérer ces 3 objets, et pour ça, il va partir en quête. Oui, il retourne dans le pays des rêves du coup. C'est ça, pour aller voir les 3 sorcières. Ah oui, alors moi j'ai bien aimé ce moment où il retourne dans le pays des rêves, où on s'aperçoit que du coup le pays des rêves est complètement délabré sans lui, que tout le monde s'est barré, il y a juste Lucienne qui est restée. C'est très sympa, surtout avec la porte immense, on voit que c'était génial avant, mais que là, il y a tout qui est en train de se casser. Là, c'est pareil, en termes d'image, c'est vachement bien fait. Bah, c'est ça, c'est les effets 3D, pour le coup. On se dit, waouh, oui, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien intégré, ça se voit pas du tout que c'est du FX. Incroyable. Non, elle était vraiment bien... Dans l'épisode 2, les 3 sorcières, moi je suis déjà, j'ai pas bien toujours aimé Abel et Caïn. Oui. Alors moi je connaissais pas du tout l'histoire. Ah, oui, le premier meurtrier, la première victime. Oui, toi ça t'a surpris du coup quand il l'a tué. Ah ouais, bon après, ce qui est bien, c'est que j'ai eu l'explication, je crois, à la fin de l'épisode ou au début de l'épisode 3. Oui, que du coup Abel l'explique. Voilà, c'est ça. Mais au début je me dis, hein ?
C'est bizarre quand même. C'est pas normal. Je croyais qu'ils étaient potes ou frères. Ils sont frères, ouais. Mais en fait, on a l'explication, puis très bien. Il n'y a pas de problème. Tu sens qu'on va chercher des contes. Bah là, le côté des 3 sorcières, c'est un peu ça. Hein. Je les ai bien aimés aussi. Tu me disais que c'était très souvent utilisé le côté 3 sorcières et que t'avais un peu peur à ce moment-là. Mais franchement, ça dure pas très longtemps et elles sont bien faites. Oui, c'est bien. Ben, quand le serpent lui rentre dans la bouche. Si on s'était traîné pendant tout l'épisode, je trouve que ça aurait fait trop. Mais là, franchement, la scène elle est courte et du coup, elles sont classe. Ouais, et puis le serpent qui va sortir de sa veste, qu'elle va gober, t'es en mode franchement, c'est très bien fait. Ouais, même la façon dont il va chercher du coup les offrandes quand il chope le carrefour, il récupère, c'est sympa en termes de. Puis c'est une direction artistique, c'est vraiment une façon de filmer, une façon de... Même les mouvements qu'ils ont fait. Ouais, les mouvements, c'est brumeux, enfin il y a vraiment une patte artistique qui est propre à The Sandman, qu'on retrouve pas partout. Et alors, j'ai peur de me faire taper dessus, mais au niveau de la direction artistique sur certains trucs, j'avais l'impression de voir un peu Matrix. Alors... Développe. Pas du tout sur le côté SF, pas du tout sur le côté, tu sais, un peu ce que ça va provoquer. Mais je sais pas, au niveau des images, au niveau de comment c'est tourné, au niveau de comment c'est un peu bizarre, particulier. J'avais l'impression d'avoir quelque chose. Ça fait penser aux scènes qui se passent dans la Matrice. C'est ça, hein, qui est pas mal transcendant. Enfin, c'est très personnel, hein, je pense, parce que là, à mon avis, pas grand monde va s'y retourner. Dites-nous si vous avez fait un parallèle avec Matrix. Non, mais vraiment, parce que tu sais, c'est un courant de pensée, Matrix, un peu. On parle de matrixer, etc. C'est que ça a apporté beaucoup de choses, le fait de vivre dans la Matrix, etc. Et ça, on en parle. Je parle pas du tout de ça, je parle pas du tout de. Non, tu veux dire vraiment l'esthétisme des images de la Matrice par rapport aux images du monde des rêves. Et le fait qu'on ait vraiment une DA, une direction artistique, qui soit pas classique, on n'est pas du tout dans le Squid Game, dans le Resident Evil, on est vraiment sur un truc plutôt onirique, et c'est très bien réussi. Et donc pour moi, dans Matrix, t'as pas mal de trucs oniriques, enfin, les mecs qui ont le même visage, tu sais, les moments les combats. C'est pas ça onirique, je trouve ça juste stressant. Mais... Oui, bah c'est stressant aussi, The Sandman. Après, moi, Matrix, ça me fait plus penser à un jeu vidéo en termes d'esthétisme qu'à The Sandman, le pays des rêves, tu vois. Bah, Sandman fait penser aux jeux vidéo aussi. Je suis désolé, quand tu vois une magnifique cité à un moment donné dans une bande-annonce, parce que oui, j'ai oublié de t'en parler, mais à la fin de l'épisode 1, on a le droit à une bande-annonce, qui pour moi n'est jamais arrivé, en fait, ça m'a choqué. Oui, sur le reste de la saison, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça, c'est intéressant. Oui, j'ai bien aimé le concept, en fait, de dire, tiens, t'as regardé le premier épisode, voilà ce qu'on va te montrer. Et dans ces images, on te montre un magnifique château, on te montre, et moi ça fait très jeu vidéo, c'est pour ça que j'ai un côté un petit peu Matrix, alors sûrement que je me gourre, mais... Mais non, chacun a le droit de voir et de ressentir ce qu'il veut, ça ne nous fait pas tous penser aux mêmes choses, les images, tout ça. Mais voilà, en tout cas, après peut-être d'autres films, mais moi c'était surtout ça. Voilà pour moi, pour l'épisode 2, je regarde si j'ai pas noté autre chose. Non, après c'est classique, ça va être le développement des personnages, Ethel qui s'en va, qui va voler les objets, qui va les utiliser, on va apprendre ce qui est arrivé aux objets grâce aux 3 sorcières. Oui, qui du coup on a le droit de leur poser une question, chacune répond, mais une réponse pas complète, donc on sent encore un peu le mystère, que ça va pas être hyper simple de les retrouver. Bon, ça l'aide quand même bien, il arrive assez facilement à retrouver le sable, entre guillemets. C'est ça. Et puis vient l'épisode 3, qui clairement est une tuerie. Avec Jenna Coleman qui claque en exorciste. Mais oui, c'est ça, quand tu vois Constantine et tu te dis mais qui est cette nana, et que tu la vois ensuite faire un vadé rétro et t'es en mode wouah. Mais c'est trop bien fait. Et qui blague avec une nonne, c'est marrant. Ouais, je me suis dit ça va peut-être faire un peu kitsch. Le vadé rétro Satanas va te faire foutre. J'étais un peu en mode ouais, mais en fait ça claque parce que les effets spéciaux sont bien faits. La nana elle joue très très bien.
En même temps, t'entends le bruit des monstres qui est plutôt bien fait, en mode... Non, Non, mais j'ai bien aimé. j'ai eu un peu peur, Le franchement. personnage était cool. Mais top. Et la vieille de 260 ans, là, qui dit... Alors ouais, elle, on sait pas trop qui c'est. Mais ça, elle est rigolote. Mais elle est c'est rigolote. trop marrant, oui, qu'il la prévient, un rêve infini va arriver, et puis elle est là, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, puis en fait, il est Puis juste là, il devant arrive elle. juste là, à ce moment-là. C'est ça. Et Et c'est tu vois, un... je te l'avais dit! C'est un épisode très important qui montre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Morpheus, il est au-dessus de tout ça, c'est qu'à un moment donné, elle va lui demander de sauver sa copine. Pas de la sauver, plutôt d'abréger ses souffrances. Bah moi, j'ai plutôt cru à sauve-la. Ah ouais? Et justement, il lui dit à la fin, bah non, elle a pas souffert. Mais il y a Bah une ouais, petite mais déception, si tu veux. Elle lui fait ses adieux, donc elle a bien compris qu'il va la tuer. Je sais pas, bah en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'il la sauve, et c'est pas le cas. Ah, moi je m'attendais pas à ce qu'il la sauve. Et c'est une très bonne chose. Ça montre que c'est un personnage qui a des pouvoirs, mais qui n'est pas non plus le dieu tout-puissant qu'on pourrait s'imaginer. Bah, il a des pouvoirs relatifs au rêve. Voilà, c'est ça. Oui, Il y a mais... une limite, les infinis ont chacun leur domaine de compétences. C'est ce Et qu'il à la explique à un base, moment. il s'en fout. C'est vraiment parce que la nana lui a demandé qu'il va abréger ses souffrances, parce que sinon il l'a laissé là. Et c'est ce côté non pas blanc ni noir, mais vraiment plus dans une palette de gris. Et ça, c'est très important pour le développement d'un personnage, parce qu'après, il peut partir sur un blanc ou un noir. Non, mais on sent que sa quête du coup de ces objets et d'être en contact avec des humains, ça va peut-être lui apporter des choses. Oui, bah déjà, de toute façon, c'est un voyage. Un voyage, c'est toujours fait pour grandir dans les histoires. Normalement, ce voyage, il devrait être fini vers l'épisode 5 à peu près. Et je crois qu'on a une deuxième partie de... Enfin, c'est des... Oui, il va restaurer le monde et enfermer les cauchemars et tout ça. Voilà, parce que je suivais un gars qui aimait bien le comics et qui disait qu'en gros, il y avait 2 arcs de comics dans la série, apparemment, selon les images du trailer. Je lui mettrai peut-être le lien dans la description du gars qui parle du comics, parce que c'est un gros fan du comics. Ces vidéos sont un peu chelous, mais il a l'air pas mal. Alors, du côté de l'épisode 3, qu'est-ce que tu as pensé de ce duo Ethel et John, son fils? Alors, je trouve que c'est un duo qui marche très bien, ils sont vachement intéressants. Le côté Ethel qui a vieilli moins vite, ça complexifie, mais en même temps ça rend ça plus intéressant. La façon dont du coup ils ont presque le même âge alors que c'est son fils. On sent que leur relation elle est compliquée, on a envie d'en savoir un peu plus, pourquoi elle l'a interné, ce qui s'est passé, elle dit à un moment qu'il revient de loin, mais du coup on n'a pas vraiment d'explication là-dessus. On a beaucoup d'explications, mais pas toutes. Déjà, l'intrigue avance parce qu'on a vraiment un développement sur pourquoi elle a fait tout ce qu'elle a fait. Le personnage d'Ethel est très bien développé, on voit très bien ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle a fait ces choix-là, on comprend tout. Mais on comprend pas pourquoi John a été interné, qu'est-ce qu'il a pu faire, pourquoi il a volé le talisman. Pourquoi il l'a modifié. Mais c'est normal parce que c'est le personnage qui est encore en vie, et donc il faut un brin de mystère parce qu'il va évoluer dans cette société, il a été emprisonné depuis on sait pas quand, et ça va être cool. Enfin franchement, John... Ah oui, je devais vérifier quel était cet acteur, je crois que c'est le père de la famille Weasley. Mais je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, mais l'acteur me dit quelque chose, et il joue très très bien. La mère Ethel, vieille, joue très très bien aussi. Le fait qu'ils aient à peu près pas le même âge, non, mais... elle est un chouï plus vieille quand même, mais ça... Mais le ça même rend physique, la... le même physique de l'âge, je sais pas comment dire ça, mais en gros, on sent, quand on le voit, on sent qu'ils ont à peu près... je sais pas, 60, 65 ans, quoi. Et pourtant, c'est mère et fils. Et ça, c'est trop bien. Je trouve jouer là-dessus, ça part beaucoup sur du Doctor Who, quoi, un petit peu. Et c'est ça, top, les révélations, le fait qu'il a été enfermé. Ouais, on sait pas trop, du coup, pourquoi il est enfermé. Il a pas l'air spécialement dangereux. Il a l'air très intelligent. Il a l'air un peu à côté de la plaque, quand même. Oui, parce qu'il est enfermé en même temps, et peut-être shooté de médicaments, parce qu'elle dit... Oui, il y a un moment, elle dit qu'il prend des médicaments, tout ça. Elle dit, tu reviens de loin. Mais moi, je l'ai trouvé vachement bien, très cynique, très... À vouloir savoir la vérité, il l'oblige à parler. Ouais, carrément.
Et c'est une relation qui est intéressante et qui se développe bien et on comprend tout pour le coup. Et même quand elle meurt, on voit qu'il l'aimait vraiment, sa mère. Oui, c'est ça, que même elle l'aimait beaucoup, Mhm. que tout ce qui a pu se passer entre deux, c'est juste que c'est des personnes qui n'arrivaient pas à communiquer, je sais pas si on Oui, peut et dire puis ils ça. avaient une vie compliquée, du coup, ils devaient fuir en permanence. Exact. Le père, le mage, du coup, qui ne voulait pas d'enfant et qui poursuivait elle parce qu'elle lui avait volé toute sa fortune et puis les attributs de rêve. Il est pas mort, il est mort à ce moment-là. Oui, mais elle le sait pas forcément. Ouais, mais après- c'est le fils qui veut récupérer Oui. les objets. Et... Ensuite, c'est le fils qui veut récupérer les objets, donc Ouais, on sent qu'ils ont dû fuir, tout ça, que ça a complexifié un peu la relation et leur vie. Il y a ça, il y a la nana de 260 ans là qui est super rigolote. Ah oui, Mais je crois qu'on en a déjà on a parlé. déjà parlé d'elle, ouais. Mais on Mais- sait rien sur elle, mais j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus dans la suite. Et donc on arrive à la fin de l'épisode 3 et là le gars il dit en route pour l'enfer et j'ai juste trop envie de voir la suite Oui, quoi. parce qu'il se TP à la fin de l'épisode C'est ça. et on se dit on va arriver en enfer, ça va être trop bien. Ouais, carrément. En gros, c'était cool. Ouais. Allez voir ça, en tout cas les 3 premiers épisodes, on a hâte de voir la suite. Hein. Bah, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu la partie spoil. Vous êtes sûrement comme nous, très content d'avoir vu cette série. Si vous n'êtes pas content, dites-nous pourquoi. Franchement, on a envie de savoir. Si c'est le wokisme, partez. C'est bon, hein. Ça va aller, on en a déjà parlé en début de vidéo. Mais... Abonnez-vous s'il vous plaît. pas ceux qui gueulent sur le wokisme. Hein. Abonnez-vous. Mais non, top. Franchement, excellente série. Trop content. On a vu que 3 épisodes, donc ça se trouve, ça part en cacahuète après. Et en fait, on va revenir sur notre jugement. Mais Les pour 3 l'instant, premiers épisodes, ils sont cool. ça envoie. Ça envoie très très bien. Et hâte de voir la suite dès demain, finalement. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une série ou un film qui nous emballait autant. Ouais, et c'est l'essence même de la chaîne. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. C'est que là, il va y avoir des séries qui vont arriver qui sont incroyables. On a le Seigneur des Anneaux, on va avoir le spin-off de Game of Thrones, on va avoir Andor. Et on a Sandman qui sort un peu de nulle part et qui en fait est vraiment top. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. On vous laisse là. Oui. Puis on va vous dire à bientôt pour parler de la suite de cette série. C'est ça, parce qu'on Nous, fera... on va regarder l'épisode 4. On va faire un deuxième une deuxième partie, une deuxième vidéo sur l'épisode très sûrement 4, 5, 6. Et ensuite, on partira sur les 4 derniers. Tout dépend si on arrive à s'arrêter à l'épisode 6 ou pas. Ouais. J'avoue que ça se trouve, on n'arrivera pas à s'arrêter. On vous remercie de nous regarder pour toutes les vidéos, pour les abonnements, pour les j'aime, c'est incroyable, pour les commentaires. On adore parler de commentaires. Ouais, et puis ça y est, moi j'ai eu mon premier hater, j'étais pas forcément content, mais je trouve que ça fait un peu baptême. Toi tu l'avais eu, mais il était gentil. il était gentil ton hater, mais c'est vrai que le mien, il était super gentil. Le mien de hater, il a été violent et... Tu parles trop, tais-toi. Mais c'est la vie en même temps, je veux dire, on est sur internet, on sait qu'il y a beaucoup de gens toxiques, beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Parce Alors que... après, on accepte très bien la critique, mais tout est dans la façon de le dire. Il y a des critiques constructives et qui sont dites de façon polie, et il y en a d'autres moins. C'est ça. Après oui, si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de souci pour le dire. Il n'y a pas de drama, il n'y a que du bon drama. Donc n'hésitez pas. Nous on répondra et puis on sera content quand même. Allez, on vous laisse là. On va partir regarder la suite parce qu'on a très envie de savoir ce qui se passe après en enfer. En enfer. C'est ça. Allez. Tchuss. À bientôt.